Bonjour à tous. Hop. Donc deuxième webinaire de la session de pitch, cette fois sur le recueil du besoin utilisateur. La dernière fois, c'était sur la partie le product management et le product manager, donc le rôle du product manager. Et là, il y a toute une série de webinaires qui va démarrer. Et la première, c'est un peu comme quand on démarre un produit, c'est d'abord on essaie de recueillir le besoin. Et donc de quoi on va parler aujourd'hui? On va se présenter rapidement, parce que je ne sais pas si ceux qui sont là aujourd'hui étaient là la dernière fois, mais on va se représenter. On parlera rapidement des différentes méthodes, justement, pour un petit peu rechercher nos utilisateurs. Donc avant de rechercher leurs besoins, on va déjà savoir auprès de qui on va le rechercher, les différents types de besoins utilisateurs, et ensuite on verra un peu des outils pour essayer de mieux recueillir et identifier les besoins, et on vous parlera d'exemples, de cas concrets, on prendra un peu de recul par rapport à tout ce qu'on a dit, et surtout n'hésitez pas à poser tout un tas de questions. Vous pouvez les poser en live dans le chat, et puis Mathieu, il va s'occuper de regarder tout ce que vous dites. C'est ça. Donc, en gros, souvent, je vais vous dire qu'on va y répondre juste après, mais n'hésitez pas du coup à les poser. Soit je vous répondrai en direct, soit je vous dis, on répond après ce slide parce que ça rentre en fait dans le sujet, ou alors je vous dirai, attendez, vous aurez sûrement votre réponse plus tard. Si vous ne l'avez pas, on réitérera sur le sujet. C'est ça. Mais donc, n'hésitez pas à poser vraiment toutes les questions et n'hésitez pas non plus si vous avez des cas concrets, des remarques ou des contre-questions, c'est-à-dire des choses où vous avez des exemples où ça ne marchait pas, ou ce genre de choses. Voilà, j'aime bien quand il y a une partie quand même un peu live. Ouais. Donc, oui, c'est pour profitez-en. ça que, exactement, il y a une session questions-réponses à la fin, mais en vrai, autant les faire un peu au fil de l'eau. Donc, vous verrez que les slides sont volontairement light pour justement laisser plus de place à l'échange. Donc, sur chaque slide, c'est un thème, et on peut dépiler toutes les questions que vous avez posées sur ce thème-là, puis passer à la slide d'après, pour éviter d'avoir quelque chose de très monotone et d'avoir toutes les questions, alors parfois c'est lié aux premières slides. Voilà, n'hésitez pas à vous répondre entre vous, et comme dit Mathieu, voire même à, entre guillemets, contredire ce qu'on peut dire, en disant, moi, dans mon expérience, c'était différent pour telle raison. Voilà. Donc oui, rapidement, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, je commence par moi, ce qui n'est pas poli, mais le support a été fait dans cet ordre-là. Donc moi, c'est Benoît, j'ai 30 ans, et j'ai fait 7 ans de product management, principalement en startup tech, en éditeur de logiciels SaaS, donc 4 en commun avec Mathieu. Et maintenant, je suis freelance et je continue à faire cette activité auprès d'entreprises, tout en faisant de la formation professionnelle. C'est pour ça que je suis là, donc notamment avec Pitch, et également des cours en école d'ingénieur pour un peu former les product managers de demain. Voilà, alors moi, je suis déçu parce que je n'ai pas un petit sous-titre comme le tien. Alors moi, c'est Mathieu, je suis coach agile et donc formateur aussi et enseignant. Moi, mon objectif, c'est d'être dans le produit aussi, mais dans l'organisation des équipes et tenter, en tout cas, d'accompagner, on va dire, les structures plus ou moins grandes dans leur transformation de la gestion de projet vers de la gestion de produits. Voilà, changer la culture un peu qu'il peut y avoir dans les entreprises à ce niveau-là. Donc, et puis je suis avec vous aujourd'hui, moi, pour tout ce qui est partie un peu question live, et puis pour rebondir sur ce que dit Benoît. Si j'ai le sentiment qu'il oublie des choses, mais ça se trouve, je ne vais pas parler du tout. On a fait 4 ans dans la même entreprise avec Mathieu, où moi j'étais product manager et justement lui était Scrum Master coach agile. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se connaît bien. Et moi, il y aura plus le vernis, on va dire, produit, et Mathieu plus le vernis coach, état d'esprit, méthodologie, etc. Et Anne-Sophie n'est pas connectée, je crois, mais c'est sans doute elle qui vous a invité à ce webinaire. Donc Anne-Sophie, qui gère justement, qui est la product manager de Pitch, donc qui gère tout le catalogue de formation de Pitch. Elle a une grosse urgence qui lui est tombée dessus, donc elle nous a dit qu'elle ne pourrait pas se connecter. Mais voilà, on la remercie parce que c'est notamment elle qui a fait le support, qui est assez chouette. Du coup, besoin utilisateur, déjà, qu'est-ce qu'on entend par utilisateur? C'est un peu comme quand on fait une disserte de philo, on essaie déjà de clarifier un peu les termes. C'est quoi un besoin, c'est quoi un utilisateur? Qu'est-ce qu'on entend par utilisateur? C'est une vaste question. On va parler un peu de plein de choses sur cette slide, mais c'est vrai que dans un premier temps, on pourrait prendre un exemple tout bête qu'on prend parfois dans nos formations. Prenez un produit comme un jouet pour enfants ou un jouet pour bébé. Finalement, on va voir qu'entre le client et l'utilisateur, c'est deux personnes totalement différentes. Le client, ce serait les parents, finalement, et l'utilisateur, ce serait le bébé. Et on va voir qu'ils ont des besoins différents et qui ne recherchent pas les mêmes choses. Les parents, ils vont chercher plutôt un côté sécurisé, sûr que l'enfant, il ne va pas se faire mal avec l'objet. Ils vont être intéressés par le prix, ils vont être intéressés par est-ce que ça va
Est-ce que ça a des vertus d'éveil pour mon enfant, etc. Le bébé, lui, tout ça, ça lui passe au-dessus. Il va plutôt se dire, est-ce que ça m'amuse? Est-ce que je me fais pas mal à la bouche avec? Est-ce que c'est fonctionnel? Et donc déjà, on peut différencier utilisateurs et clients à ce niveau-là. Alors ensuite, si on est dans le B2C, on va voir que c'est quand même souvent la même chose. Par exemple, je sais pas, vous prenez Uber, Deliveroo, etc. Bah, vous êtes à la fois l'utilisateur et le client. Maintenant, dès qu'on est dans le B2B, et nous, c'est vrai qu'on a pas mal travaillé dans le B2B avec Mathieu. Pour le coup, c'est vraiment des gens différents. Le client, ça va plutôt être l'acheteur, donc le département achat des entreprises. Et l'utilisateur, ça va vraiment être l'utilisateur métier qui va jouer avec votre logiciel au jour le jour. Et en B2B, on pourrait même rajouter en amont du client l'état de prospect. Donc, c'est quelqu'un qui a un besoin, qui cherche un outil sur le marché. Et le but, c'est de convertir ce prospect en client et à la fin, que ce client, dans son équipe, ait des utilisateurs. Donc, on a un peu un tunnel de conversion, prospect, client, utilisateur. Et du point de vue du product manager, qu'est-ce qu'on regarde parmi ces 3 personas? Un peu les 3, c'est ce qui n'est pas évident, on doit jongler un peu avec les 3. Après, on va quand même avoir une préférence pour l'utilisateur, parce que nous, on est un peu comme, entre guillemets, le bébé. C'est-à-dire que nous, on est intéressé par les gens qui utilisent notre produit, ceux qui auront les feedbacks les plus proches du produit, les plus réels. Donc, on va donner plus d'importance à l'utilisateur. Maintenant, on va aussi s'intéresser aux clients pour l'aspect marché. Et ça fait qu'on n'a pas toujours un dialogue évident, typiquement avec le département commercial. Là, j'ai suivi pas mal de webinars ces derniers temps où justement, dans tous les pain points que les product managers disaient, c'était on n'a pas toujours les mêmes enjeux avec les commerciaux. C'est vrai qu'un product manager, il est intéressé par l'utilisateur. Un commercial va plus faire attention aux personas prospects pour le convertir en client, c'est normal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est compliqué dans le monde du produit d'être visionnaire. On n'est pas tous Jeff Bezos ou Elon Musk, donc on n'a pas tous l'idée du siècle. Quand on est product manager, ça peut paraître bizarre, mais on a plutôt tendance à vouloir être légèrement en retard sur le marché pour justement trouver une frustration qu'a le marché. Et c'est là qu'il y a un besoin qui émerge et qu'on va pouvoir essayer de créer un produit qui va répondre à ce besoin. Et du coup, les utilisateurs, ils ont des problèmes du présent, c'est pour ça qu'ils nous intéressent. Et les prospects, ils ont plutôt une promesse de futur, mais ça reste une promesse. Donc, voilà, il y a un peu cet aspect prospect, client, utilisateur. Et si on va plus loin, on a même envie, et ça c'est le top du top, d'avoir des utilisateurs qui deviennent des ambassadeurs, où à la fin, en fait, c'est des utilisateurs qui aiment utiliser votre produit, qui en parlent sur les réseaux, qui font des documentations autour de votre produit, des articles, des blogs, des vidéos, etc. Et là, finalement, c'est jackpot parce que personne ne peut mieux marketer votre produit que l'utilisateur lui-même. Donc voilà un peu pour tout ce qui est besoin utilisateur. Je ne sais pas si soit il y a des questions, soit toi, tu as des petites choses à partager. Je n'ai rien à ajouter, j'ai l'impression que c'est très très clair. D'ailleurs, il n'y a pas de questions non plus. Donc là-dessus, on va dire que tout le monde s'accorde sur la définition. Eh bien, top, nickel. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres. Le seul truc, à la limite, je peux rajouter que ici, qu'est-ce qu'on entend par utilisateur? Alors, c'est la question, elle se pose sans S, mais c'est vrai que utilisateur, il faut quand même bien penser à mettre un S. Parce que dans notre société, dans notre produit, on va se rendre compte qu'on n'a rarement qu'un seul utilisateur. C'est vrai que utilisateur, c'est vraiment avec un S, parce que va y avoir des gens qui vont avoir un usage complètement différent suivant la partie du produit finalement qui va être utilisée. Ouais, exactement, c'est ce qu'on va voir juste après sur l'identification d'utilisateur. Et on en avait parlé, je crois, au webinaire d'avant, quand on parlait du product manager et la différence entre un chef de projet et un chef de produit. Effectivement, le produit, ça répond à plein de cas d'usage, à plein d'utilisateurs différents, c'est un peu compliqué, il faut que ce soit générique. Là où le projet, on est plutôt en train de faire quelque chose de spécifique pour un client donné. Donc, effectivement. C'est pour ça. Donc, les besoins de l'utilisateur, c'est plutôt les besoins des utilisateurs. C'est vrai. On fera le feedback à Anne-Sophie. Donc, d'ailleurs, là, il y a besoin maintenant, il n'y a plus de S. C'est vrai. On simplifie encore. C'est vrai que on lui fera le feedback. Mais ce webinaire est un produit, il va s'améliorer au cours du temps. Donc, une fois que on a un peu déterminé les termes, comment en fait on identifie nos utilisateurs, comment on peut s'y prendre. Donc, il y a plein de méthodes qui existent, mais en fait, avant même de savoir comment on discute avec les utilisateurs, il faut essayer de les repérer. On ne va pas s'adresser à l'ensemble des personnes sur la Terre. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cycle de vie d'un produit, quand on construit un produit, en fait, il y aurait déjà ici, on ne se situe pas à l'étape 0. En fait, il y aurait déjà une étape qui pourrait faire l'objet d'un webinaire d'ailleurs, où on va essayer en fait d'avoir toute une phase d'analyse de marché, d'analyse de la concurrence et presque de business case pour essayer justement un peu de segmenter le marché, de dire sur lequel il y a un marché qui est porteur, où est-ce qu'on voudrait se positionner, essayer d'identifier les concurrents, pour à la fin en fait identifier des personas, donc des groupes d'utilisateurs qui ont un petit peu le même problème. Et en fait, on va voir qu'on va peut-être en adresser que certains, on va peut-être en adresser plusieurs, on va peut-être faire plusieurs produits différents ou un seul produit mais avec des fonctionnalités très différentes.
Donc, en amont de ça, en fait, il y aurait déjà une analyse de marché, une analyse de la concurrence, essayer de bâtir un petit peu sa stratégie produit. Et ensuite, OK, on va pouvoir identifier nos utilisateurs. Si on dézoome un peu, du coup, un product manager, souvent on dit qu'il récolte des besoins auprès des parties prenantes. C'est un mot qu'on retrouve un peu dans la littérature du product management, mais c'est un mot qui ne veut pas forcément dire grand-chose. Nous, on aime bien dire que finalement, c'est des personnes qui sont impactées par le produit. Donc, toute personne qui est impactée par le produit peut avoir des besoins qui tombent dans l'escarcelle du product manager. Et en fait, il y a des personnes qui sont externes à l'entreprise, notamment celles que j'ai dit avant, les prospects, les clients, les utilisateurs. Donc ça nous intéresse, mais il y a aussi les partenaires. Il peut y avoir des partenaires business, des partenaires techniques. C'est des gens qui ont un intérêt et qui ont un impact sur le produit. Donc ça, le product manager va discuter avec eux. Maintenant, il y a aussi des parties prenantes internes qu'il ne faut pas oublier. Ça va être les autres équipes. Les ops, donc par exemple les Customer Success Managers, les Account Managers, l'équipe support qui a plein de feedback des utilisateurs. Ça va être les sales, les pre-sales, l'équipe de dev aussi qui a des besoins techniques ou des besoins de maintenance de la plateforme. Et donc le but du product manager, c'est de justement essayer de discuter avec tous ces gens différents. Le top, mais c'est assez rare, c'est quand finalement vos clients ou vos utilisateurs sont des utilisateurs internes. Ça arrive parfois quand vous développez des produits pour d'autres équipes de votre entreprise. Ça, c'est top parce que du coup, il y a une vraie fluidité d'échange, il n'y a pas d'enjeu commercial, on peut prendre moins de pincettes, la boucle de feedback est hyper rapide, donc ça, c'est top. Maintenant, c'est quand même rarement le cas. Et donc, quand on doit discuter avec des utilisateurs externes, il y a plusieurs outils et méthodes qui existent à la dispo du product manager. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui émergeront dans les années à venir. Il y en a et des qualitatives et des quantitatives. C'est une manière de les séparer. Les méthodes qualitatives, c'est par exemple l'interview utilisateur. C'est la plus utilisée. Ça prend un peu de temps parce qu'on doit aller rencontrer l'utilisateur, lui poser des questions, etc. C'est dur d'en faire beaucoup, beaucoup. Si vous avez 1000 utilisateurs, vous ne pourrez pas interviewer les 1000. Mais c'est le plus qualitatif. Vous avez vraiment un échange de qualité. Et puis, ça vous permet aussi de contextualiser des données, typiquement des données d'usage, des métriques, etc., qui manqueraient de contexte. Il y a tout ce qui est observation aussi. Observation, c'est vous allez au-dessus de l'épaule de votre utilisateur et vous l'observez en train d'utiliser votre produit. Il y a aussi des outils qui permettent de le faire. Nous, on utilisait dans une de nos entreprises Hotjar qui permettait d'enregistrer les sessions utilisateurs. Vous voyez concrètement l'utilisateur utiliser sa souris, etc. Ça, moi, je ne conseillerais pas forcément trop parce que c'est peu actionnable en fait. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps de regarder toutes les sessions des utilisateurs et parfois, vous ne savez pas trop quoi en faire parce qu'en plus, vous n'avez pas d'explication. L'utilisateur, il ne parle pas. Donc, moi, je trouve que c'est peu actionnable et on perd pas mal de temps. Après, il y a les meetings commerciaux. Vous pouvez complètement accompagner des commerciaux dans des meetings avec les prospects, avec les clients, etc. C'est là que vous pouvez mieux toucher le marché. Et puis, il y a tout ce qui est événements, type webinar, meet-up, événements marketing, salons, etc. Là, vous avez souvent moins de temps pour discuter avec les gens, mais vous pouvez atteindre pas mal de personnes d'un coup. Et après, il y a les méthodes quantitatives. Donc là, le but, c'est de recueillir beaucoup de données d'un coup. Donc, c'est cool d'allier un petit peu les deux quand on fait le product management. Le plus utile, on va dire, c'est tous les KPI. Donc, c'est de mettre en place des outils qui permettent de traquer l'utilisation qui est faite de votre produit, donc le nombre de clics, le temps passé sur les pages, etc. Ça nous permet d'avoir beaucoup de data, d'automatiser aussi la récolte de données, alors que les interviews, il faut y aller sur le terrain. Après, petit warning, c'est que souvent, en fait, on met en place des tas de métriques, des tas d'outils, et il n'y a personne qui est là pour aller dépiler, visualiser les dashboards, et on n'arrive pas à... Même les analyser correctement. Exactement. Donc, ça ne sert à rien de plugger du Mixpanel ou du Intercom ou des outils comme ça si derrière, en fait, personne n'est là pour recueillir le besoin. Pareil, moi, je suis assez fan des produits qui ont une roadmap en public et où les utilisateurs peuvent contribuer. Mais si personne n'est là pour regarder ce que l'utilisateur ajoute à la roadmap, trier, etc., ça ne sert à rien. Il y a plein de besoins qui tombent dans un outil et personne n'est là pour le regarder. Donc, ces outils-là, il vaut mieux les mettre en place une fois que la société elle se structure un peu et qu'il y a une personne qui a le temps de le faire. S'il n'y a qu'un product manager dans l'entreprise, je pense qu'il n'aura pas le temps de le faire. Et après, il y a tout ce qui est aussi sondage, questionnaire comme méthode quantitative. Typiquement, nous, je sais que quand on lançait des nouveaux projets de la roadmap, chez Iceberg, l'entreprise où on était avec Mathieu, à chaque fois, au début, on envoyait un petit questionnaire et en interne et en externe, pour déjà dégrossir un peu le sujet, savoir quels étaient les principaux pain points des utilisateurs sur le module qu'on allait faire, les principales features attendues. À l'inverse, on leur demandait leur avis. Tiens, si on supprime telle feature, est-ce que vous êtes très triste, pas triste du tout? Donc, pour aussi savoir comment il plu à notre produit. Voilà, ensuite on fait de la conception avec justement les gens en interne, parce que idéalement on ferait de la conception avec les utilisateurs, si on était 100% agile, ils sont pas toujours là, ils sont pas toujours dispo, c'est compliqué de tous les réunir dans la salle. Donc déjà, si vous arrivez à prendre une personne de chaque équipe de l'entreprise, ça vous donne un peu
des gens qui représentent tous les utilisateurs. Et puis, voilà, ensuite, on partageait ces éléments de conception avec les utilisateurs, on faisait un prototype, on les faisait tester par les utilisateurs. Donc, tout ça, c'est des outils qui sont à votre dispo pour recueillir des besoins. Pour retourner un petit peu au tout départ, réinsister sur le point qui me semble le plus important de tout ça, c'est dans le concrètement, pour répondre à la question concrètement, comment est-ce qu'on identifie des utilisateurs? Quelles sont les méthodes efficaces? Le point de départ, si on repense à un Lean Canva ou qu'on repense même, sur un cycle en V ou ce genre de choses, c'est vraiment à partir du business case, c'est-à-dire cette analyse de la concurrence, qu'elle soit directe ou indirecte, qui va nous donner les utilisateurs. On a envie de lancer un nouveau Uber, la concurrence directe, ça va être Uber, ça va être Hitch, ça va être les autres comme ça. On va tout de suite penser aux taxis, mais en fait, il faut aussi penser aux ceux qui se déplaceront dans les transports en commun, à ceux qui finalement vont préférer utiliser le vélo, se déplacer à pied. Donc il faut vraiment penser à la concurrence directe, la concurrence indirecte, et c'est ça qui va nous permettre de déterminer des premiers segments utilisateurs. Peut-être qu'après, ils vont s'étoffer, peut-être que nous, justement, on veut étoffer ça et en créer des nouveaux ou ajouter des nouvelles caractéristiques à notre segment initial. Mais voilà, c'est le premier et c'est ça la méthode, on va dire, la plus efficace pour identifier. Et à partir de là, tout comme on va affiner un backlog, on va affiner aussi nos personas au fur et à mesure que le temps passe, que notre produit évolue. Parce qu'en fait, dans le temps, on verra qu'un utilisateur d'aujourd'hui n'est peut-être pas un utilisateur de demain. Mm. Oui, effectivement, tout ce qu'on dit, faut pas oublier que c'est pas linéaire et séquentiel, c'est quelque chose à faire en fait en permanence. Mais souvent, c'est un truc qu'on peut oublier. On se dit, tiens, au début, on va faire une grosse analyse de marché, on va faire une grosse analyse de vente, on va discuter avec les utilisateurs, puis pouf, on va développer, puis après, c'est fini. Non, en fait, comme dit Mathieu, le produit ne meurt jamais. En fait, la vie du produit, elle démarre vraiment quand il est dans les mains de vos utilisateurs. Avant, vous n'êtes plus en train de formaliser des hypothèses. Il n'y a que quand ce sera dans les mains de vos utilisateurs, vous aurez des vraies données réelles. Donc, le but, si on est en tout cas dans une démarche agile, parce que nous, on est plutôt dans ce mindset-là, c'est justement de ne pas forcément passer 3 mois à faire une analyse de marché, puis 3 mois à écrire un business case, puis 1 an à développer votre produit. La concurrence, elle ne vous aura pas attendu, le marché aura évolué. C'est plutôt de faire tout ça de manière assez condensée. Finalement, il n'y a pas besoin de faire une analyse de marché pendant des années, et pour rapidement quand même shipper une première version de votre produit et ensuite avoir des vrais feedbacks. Et c'est la manière la plus efficace d'identifier des besoins utilisateurs. C'est déjà d'avoir des utilisateurs. Donc, il faut que les gens ils puissent jouer avec votre produit. Et ensuite, vous aurez des feedbacks réels. Donc, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc, il faut essayer de rapidement livrer une première version. Pour donner un exemple tout bête, de toute façon, on rebouclera sur la notion de MVP et surtout notre conclusion. Mais si on repense à un lancement de l'iPhone, finalement, comment ils ont identifié les utilisateurs, c'est autour de là où se trouve Apple, ils ont donné des bouts de carton qui étaient découpés à la taille, sur un patron finalement d'un iPhone. Ils ont dessiné dessus un écran, des applications et le bouton. Ils ont dit à des gens dans la rue, allez-y, si je vous donne ça, c'est mon téléphone, interagissez avec, essayez de passer un appel. Et puis les gens se sont mis dans la peau d'un utilisateur. Ils ont appuyé directement sur l'écran alors qu'il n'y avait pas de clavier comme il y avait depuis le début. Et ils ont pu identifier que finalement, il y avait quand même des utilisateurs, que les gens, ils n'étaient pas perdus avec ce bout de carton. Les coûts pour faire un bout de carton découpé au format de l'iPhone, le tout premier qui est sorti, ça coûte pas très cher. En tout cas, ça coûtait moins cher que l'iPhone. Donc voilà. Et ça, c'est des méthodes efficaces pour pouvoir trouver les gens. Et là, on est bien sur quelque chose qui était novateur, innovant par rapport à ce qui existait. Ouais. Malgré tout, il y avait quand même déjà un marché de gens qui utilisaient des téléphones. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de MVP ou de manières de valider vos hypothèses, justement, qui sont par exemple juste une landing page. Typiquement, nous, voici notre produit, on a développé cette super application, cliquez ici pour la télécharger. Et puis en fait, quand vous cliquez, ça vous met juste par exemple un formule de contact en mode merci, on vous recontacte quand l'application sera en ligne. Mais le simple fait de mesurer le taux de transformation entre le nombre de personnes qui arrivent sur la page et le nombre de personnes qui cliquent sur télécharger l'application, ça vous montre est-ce que les personnes ils sont vraiment prêtes à utiliser votre produit ou pas. Et au bout d'un moment, en fait, vous pourrez aussi catégoriser toutes ces personnes qui semblent avoir un intérêt pour votre produit et essayer d'identifier des personas au milieu de tous ces gens-là et les segmenter en disant tiens, 50% des gens qui ont cliqué sont des hommes, des femmes, des gens dans la tech, des gens pas dans la tech, de tel niveau social, etc. Et ça va vous donner des vraies données. Donc en fait, faut pas hésiter à tout de suite confronter l'utilisateur. Quelque part, un exemple concret dans les choses qu'on avait mis en place avec Benoît, c'était l'ouverture de la documentation technique pour la construction du marketplace au niveau des API. Gros débat quand même au sein de la société en disant attention parce que tous nos concurrents vont nous piquer les idées.
Donc on ferme pas et on a mis en place justement cette landing page où les gens pouvaient s'inscrire. On demandait, qui ils étaient. Alors ils pouvaient mentir bien Mmh. évidemment, mais aussi quels étaient les métiers Mmh. ou autres et c'est là qu'on se rend compte finalement que notre persona, on en reparlera plus tard, mais notre persona principal n'est peut-être pas celui qu'on attend. On peut s'attendre finalement à ce que les gens qui cliquent dessus sont des gens qui veulent construire des marketplaces, des opérateurs de marketplace. Finalement, on se rend compte que ça va être beaucoup, de gens de la tech sont là pour implémenter, qui veulent savoir comment on implémente. Peut-être que ça nous donne aussi des idées sur quel persona il faudra adresser, Mmh. pour qui faire notre produit, et cetera, et cetera. Donc, il n'y a pas besoin de grand chose, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, on va dire, pour identifier, sereinement quelque chose et regarder ce que les gens font, Mmh. plutôt que ce que les gens disent faire et ça fera la transition, je pense, avec les slides d'après. Et c'est vrai que pour nous donner des vrais, entre guillemets, des vrais retours d'expérience, nous, on était dans un éditeur de solutions SaaS avec Mathieu qui permettait à des clients de construire des marketplaces. Et typiquement, en termes de comment on identifie les utilisateurs, nous, on avait des personas, on avait 3 personas majoritaires: l'opérateur de marketplace, le marchand, donc c'est la personne qui vend sur la marketplace, et l'intégrateur, la personne qui intégrait notre plateforme pour le compte de l'opérateur. Donc avec ça nous donnait 3 gros groupes d'utilisateurs. Mais après, au sein de chaque groupe, on en avait plein d'autres. Par exemple, au sein des opérateurs, il y en avait qui faisaient du B2B, d'autres du B2C, d'autres qui faisaient des marketplaces, de produits. Et puis après, il y avait ceux qui étaient là pour la réconciliation financière, alors que Exactement. d'autres étaient là pour animer un catalogue. Ouais. Donc c'est encore différent et ça permet de créer le produit par rapport à tout ça. Exactement. Les différents types de besoins utilisateurs, maintenant qu'on... Là, c'est cool, il y a un S à utilisateur, ce coup-ci. Oui, en bas. Et par contre, il n'y a toujours pas de questions. Donc soit on est hyper clair, soit on a endormi tout le monde. Voilà, J'espère qu'on n'a pas endormi tout le monde. Mais ouais, donc les différents types de besoins utilisateurs, parce que ok, on a des utilisateurs, on va discuter avec eux, puis en fait, on va récolter des tas de besoins. Donc ce sera un peu une liste au Père Noël. Comment on s'y retrouve un petit peu là-dedans? Quand on parle de différents types de besoins utilisateurs, souvent la première chose qui vient à l'esprit, c'est la pyramide de Maslow. Voilà, la pyramide de Maslow qui catégorise les besoins, des besoins vraiment primaires, se nourrir, dormir, etc., jusqu'aux besoins tout en haut plutôt de reconnaissance sociale, etc. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas en France ou dans nos pays, finalement, la majorité des produits sur lesquels nous, en tout cas, on travaille, ça va plutôt être des produits qui adressent des besoins du dernier étage de la pyramide de Maslow. On n'est pas en train de bosser dans l'agriculture ou de développer des solutions pour avoir de l'eau potable. On est quand même sur, finalement, des besoins qui sont soit un petit peu émotionnels, soit effectivement de reconnaissance sociale. Tiens, je sais pas, j'utilise Netflix, pourquoi? Parce que tout le monde l'utilise. Ou bien des besoins fonctionnels, d'améliorer quelque chose qui était déjà très bien. Je veux dire, le nouvel iPhone, quand il sort, il ne révolutionne pas le monde des smartphones, mais des tas de gens les achètent parce qu'ils voudraient quelque chose d'encore plus optimisé. Donc on est plus dans le plaisir quand même. Oui, exactement. Mais c'est intéressant parce que nous, typiquement, il y a des formations avec Mathieu où on projette une bouteille de coca sur l'écran, on dit ça répond à quel besoin le coca, et souvent les gens nous disent c'est pas vraiment un besoin, boire c'est un besoin, mais par contre le coca c'est plutôt de l'envie, du plaisir, c'est pas un besoin. En fait, si, je veux dire, regardez, la majorité des produits que vous utilisez aujourd'hui, c'est plus pour le plaisir ou l'envie et ils ne sont pas vitaux pour vous, quoi. Donc ça, ça reste des vrais besoins. Donc ça, il y a une des manières de catégoriser les besoins, ce serait Maslow, mais on voit que finalement, ça nous met un peu tout là-haut, donc c'est pas très très intéressant. En fait, il y a plein de manières de catégoriser les besoins. On va regarder plusieurs méthodes. Il y en a un, c'est le modèle de Kano, qui lui vise un petit peu à catégoriser les besoins selon la perception que les utilisateurs ont d'une fonctionnalité et l'asymétrie finalement qui existe entre le fait que la fonctionnalité soit là ou pas là. Alors ça paraît un peu compliqué comme ça, mais c'est tout bête. C'est finalement un modèle qui vise à demander aux utilisateurs, tiens, si cette fonctionnalité est là, est-ce que tu es content? Si elle n'est pas là, est-ce que tu es content ou triste? Et en fait, elle vise à... C'est un peu plus fin que ça, mais grossièrement, c'est quand même ça. On va ça. prendre un exemple concret, typiquement une gourde d'eau. Oui. Finalement, si votre gourde fuit, vous êtes triste. Si votre gourde ne fuit pas, vous n'êtes pas spécialement heureux. Donc ça, c'est une fonctionnalité. L'étanchéité de la bouteille, c'est une fonctionnalité dans le modèle de Kano qui est basique. C'est-à-dire que si elle est là, c'est juste normal. Et si elle n'est pas là, on est très triste. Donc pour le coup, c'est une fonctionnalité sur laquelle vous ne pouvez pas spécialement créer du plaisir chez votre utilisateur. Il sera juste triste si elle n'est pas là. Dans une voiture, ce serait que la voiture avance à l'aide d'un moteur. Oui, c'est un basique, toutes les voitures ont ça. Qu'elle ait 4 roues, c'est normal. Il y a un deuxième type de fonctionnalité dans le modèle de Kano, ça va être les fonctionnalités différenciantes. Là, ça va être les fonctionnalités, si elles sont présentes, l'utilisateur va être satisfait, si elles sont absentes, l'utilisateur va être insatisfait. Ça va être finalement votre promesse. Typiquement, on prend parfois l'exemple de Duracell. Duracell, ils vous disent les piles durent plus longtemps que la concurrence.
Ouais, du coup, si effectivement les piles durent plus longtemps que celles du Lidl, vous serez heureux et satisfait. Et à l'inverse, si elles durent moins longtemps ou pas plus longtemps, bah, vous serez insatisfait. Donc là, si la fonctionnalité elle est présente, l'utilisateur il va être très satisfait. Et si elle est absente, bah, là, ça va créer de l'insatisfaction. Et après, il y a les fonctionnalités type wow effect. Là, c'est un peu l'inverse du basique. C'est-à-dire que si elle n'est pas là, tout le monde s'en fiche parce que de toute façon, personne s'y attendait. Et si elle est là, ça crée l'effet wow chez l'utilisateur. Typiquement, on prend l'exemple avec Mathieu, nous, du petit chocolat. Quand vous commandez un café au café du coin, souvent, on vous le donne, votre expresso, avec un petit chocolat ou un petit gâteau. Il ne serait pas là. Honnêtement, vous ne passeriez pas une mauvaise journée. Maintenant, quand il est là, ça vous donne le sourire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce modèle, il vise à nous dire aussi que les produits évoluent et que tout besoin, en fait, waouh, deviendra un jour basique. L'exemple que tu disais tout à l'heure, C'était les vitres électriques dans une voiture. Je suis assez vieux pour avoir connu les vitres à manivelle, mais c'est vrai que quand les vitres électriques sont arrivées, c'était vraiment cool. Et puis, on pouvait dire, il y a des vitres électriques. Bon, maintenant, c'est juste normal. Et je pense qu'il n'y a que moi, d'ailleurs, qui a encore des vitres pas électriques. Mais voilà, tous les besoins évoluent dans le temps. C'est-à-dire qu'on l'a redit, enfin, on l'a déjà dit tout à l'heure que les utilisateurs vont évoluer avec le produit, leurs besoins vont aussi évoluer, nos produits vont évoluer, et c'est un peu une boucle sans fin. C'est toujours réussir à répondre à un nouveau besoin finalement, et c'est là où c'est compliqué, on va dire, surtout au niveau de nos pays ou autres, où on est plus dans se faire plaisir, et donc on essaye de changer un peu le modèle de comment se faire plaisir ou comment gagner encore plus de temps. Et c'est vrai que parfois on retourne un petit peu au basique, c'est ce qu'on dit, parce qu'on est arrivé dans de la suroptimisation parfois, et ça nous prend tout le cerveau, et on voudrait trouver des choses un peu plus simples. Mais voilà, là aujourd'hui, on est sur cette bascule justement entre ces deux mondes qui est assez intéressante à gérer. C'est ça. Et c'est un exercice que vous pouvez faire à vos utilisateurs. Je ne sais pas si vous travaillez sur 2, 3, 4, 5 fonctionnalités de votre produit, vous pouvez leur demander, tiens, cette fonctionnalité, si elle est présente, de 1 à 5, à quel point es-tu triste. Donc 1, je serais très très triste, 5, je serais super heureux, etc. Et après, ça vous permet de savoir lesquelles sont différenciantes, lesquelles sont basiques, à la limite lesquelles sont neutres. S'ils vous disent, moi, qu'elles soient présentes ou absentes, je m'en fiche. Peut-être c'est une fonctionnalité que vous pouvez même supprimer. Parce qu'à la fin, en fait, si elles sont là, personne ne s'en fiche. Si elle n'est pas là, tout le monde s'en fiche. Peut-être qu'en fait, c'est quelque chose, less is more, quoi. Donc, ça vous permettrait d'avoir peut-être moins de fonctionnalités dans votre produit. Donc, mettre plus en avant les fonctionnalités qui vous différencient sur le marché. Avoir accessoirement aussi un code plus léger, donc des développeurs qui peuvent peut-être développer plus rapidement, avoir moins de bugs, une meilleure qualité. Donc, c'est un modèle assez intéressant. Ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est qu'on parle beaucoup du besoin utilisateur, des différents types de besoins, beaucoup de besoins. Et en fait, on ne pense jamais au besoin de rationaliser à un moment. Et si on écoute aussi tous les utilisateurs, c'est ce que je disais avec utilisateur avec un S, c'est que s'il y en a un qui aime les petits oursons à la guimauve et les autres la pizza, on aurait tendance souvent à vouloir leur proposer après une pizza aux oursons à la guimauve. Mais c'est dégueulasse. Et personne ne l'achèterait finalement. Donc, il faut aussi réussir à rationaliser son produit, peut-être faire différents produits pour ne pas phagocyter son premier produit ou pas le détruire. On verra peut-être des exemples plus tard, de gens qui ont réussi cet exploit. Mais voilà, donc dans le besoin et donc dans le modèle de Canon dont on parle, il y a aussi l'identification des besoins, des fonctionnalités quelconques. Voilà, celles dont on peut peut-être se passer et supprimer. Et on voit qu'on finit très bien par vivre avec des fonctionnalités en moins au fur et à mesure. C'est peut-être dur au début parce qu'on s'y était attaché, émotionnellement. Et puis quand elle n'est plus là, on se rend compte que finalement, c'est aussi bien, voire même mieux. Donc, pensez à ça dans vos produits. Ouais, c'est ça. Souvent, on voit le backlog et on voit le produit comme un empilement de fonctionnalités. Finalement, plus il y en a, mieux c'est. En fait, non, c'est comme dans la vie. C'est pas une question de quantité, mais de qualité. C'est à quel point vos fonctionnalités elles apportent de la valeur à vos utilisateurs. C'est pas en empilant plein de fonctionnalités que votre produit va forcément s'améliorer. Donc voilà, ça sert à rien de faire plein de choses. On pourrait même aller sur la loi de Little, dont on parlera lors d'un autre webinaire, mais voilà, vaut mieux avoir peu de fonctionnalités, mais à haute valeur ajoutée. Et c'est pour ça qu'avec vos utilisateurs, pour recentrer sur le besoin utilisateur, c'est pas forcément quel nouveau besoin, quelle chose en plus il a besoin, mais peut-être de quoi il n'a plus besoin peut-être. Ouais, complètement. Pensez bien à ces questions-là. Et puis, complètement. Et puis, un autre prisme aussi pour analyser les besoins. Donc, on a parlé de Maslow, on a parlé de canaux. Une autre manière aussi, si on est plus terre à terre et qu'on se dit, bon, concrètement, dans le quotidien, un product manager, avec quels besoins il jongle, moi, je les catégorise un peu en 3. C'est-à-dire qu'on a des besoins roadmap, c'est-à-dire que c'est les besoins qui sont liés vraiment aux gros projets à haute valeur ajoutée pour nos utilisateurs. Donc ça donne le cap de notre produit. Donc en général, ça va permettre d'aller de pair avec notre vision et notre stratégie produit. Et ces besoins roadmap, ils ont été identifiés en fonction des retours du marché, de la concurrence, des feedbacks des utilisateurs
également des changements de loi. Hein. Souvent, on oublie ça, mais il y a aussi des tas de facteurs externes qui impactent votre produit, des changements de régulation, de loi, etc. Donc ça, c'est les besoins structurants. À côté, on peut avoir des petits besoins, ce que j'appelle unitaires, c'est-à-dire que c'est des petites features unitaires remontées par les utilisateurs qui ne forment pas forcément un gros projet, mais qui remontent à droite à gauche sur des produits déjà existants ou des fonctionnalités déjà existantes, mais qui apportent beaucoup de valeur ajoutée. Ça peut valoir le coup de les faire. C'est aussi les bugs. Donc, ça va être les besoins unitaires. C'est soit les fonctions à haute valeur ajoutée, soit les bugs à corriger. Et après, souvent aussi, ce avec quoi se prend un peu la tête le product manager, c'est que c'est toujours un équilibriste. Hein, il joue un peu, il ménage la chèvre et le chou. Et finalement, pour que son produit puisse quand même avancer assez rapidement, il faut aussi qu'il prenne en compte les besoins tech, donc les besoins remontés par les développeurs, pour que finalement la plateforme reste facile à maintenir, qu'on puisse développer rapidement des fonctionnalités et qu'on n'empile pas de la dette technique, ce qui fait qu'à la fin, en fait, on va passer beaucoup de temps pour développer une fonctionnalité très simple. On risque en plus d'avoir des bugs, donc de l'insatisfaction utilisateur. Donc, il faut toujours jouer un peu avec les deux aspects, quoi. C'est ça. Il faut bien penser en tant que product owner, on va être responsable de maximiser la valeur du travail. À côté de ça, on travaille en équipe. Dans l'équipe, on va avoir tous nos équipiers, nos experts, que ce soit des développeurs ou même d'autres métiers, qui eux sont quand même, ils sont responsables de pouvoir maintenir une cadence qui est tenable sur le long terme. On parle souvent en agilité, on va parler en Scrum, de Scrum la plupart du temps, de sprint. Et c'est vrai que le terme sprint, parfois, il est un peu mal choisi puisque c'est un marathon qu'on fait. L'objectif, c'est pas de faire un sprint, de souffler après, de refaire un sprint et de souffler. C'est vraiment de tenir une cadence. Et en fait, les équipiers sont responsables de tenir cette cadence. Et ils ne pourront jamais tenir une cadence, en fait, si on ne leur laisse pas du temps d'optimiser un peu leur plateforme, d'optimiser leurs pratiques. Donc, ça fait partie aussi du boulot du product owner de savoir quand est-ce qu'il est temps de donner du temps un peu à ceux qui produisent pour pouvoir maintenir la chaîne de production en état. Nous, par exemple, on avait une roadmap fonctionnelle qui était maintenue, en l'occurrence par moi, donc par la partie produit, et une roadmap technique qui était maintenue, gérée et alimentée par les développeurs. C'est eux qui mettaient la business value technique, etc. Et puis après, quand on planifiait nos sprints, on essayait, ça dépendait du contexte. Hein. Parfois, il n'y avait pas forcément de besoin technique, parfois, il y avait des gros enjeux produits ou pas. Et on essayait de prendre un peu des deux pour pas se dire, parce que il pourrait y avoir une stratégie qui est de se dire, on fait un gros projet produit, ensuite on prend 3 mois pour faire que de la dette technique, puis on fait un gros projet produit. Mais ça, c'est pas top parce que finalement, pendant 3 mois, vos utilisateurs ils vont avoir aucune nouvelle fonctionnalité. Et on peut voir un peu le produit comme la métaphore qu'on disait l'autre jour, c'est un train qui avance finalement. Et finalement, il faut réussir à poser les rails de la voie en même temps que le train avance. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que finalement, si le but du jeu, c'est que le train ne s'arrête jamais. Sinon, vos utilisateurs n'auront rien. Et donc, le but, c'est de trouver le bon équilibre avec une vitesse qui est importante pour quand même que le train avance, mais pas trop non plus, parce que sinon, au bout d'un moment, vous allez juste vous casser la figure. Et à l'inverse, pas tomber dans un cycle en V où vous allez construire toute la voie jusqu'au bout de la Terre avant d'avancer, parce que soit elle va rouiller, soit elle sera finalement à un endroit où vous ne voulez plus aller parce que le marché ne va plus dans cette direction. Donc, c'est tout l'enjeu, quoi. C'est construire une voie pendant qu'on avance dessus. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, il n'y a pas de questions, il y a plutôt des retours de gens qui parlaient de l'agilité en disant qu'effectivement, il y a beaucoup de points qui n'étaient pas agiles du coup. Donc, d'accord. D'accord avec ce qu'on disait. Alors, des outils pour identifier les besoins. Alors, il y en a plein. On ne pourra pas parler de tous, et puis en plus, on ne va pas rentrer dans le détail d'un outil en particulier, d'autant que finalement, se prendre la tête sur les outils avant de savoir quel objectif qu'on veut, ce n'est pas forcément la bonne question. Mais nous, on a abordé cette question en disant, tiens, un des outils qui existent, c'est par exemple le design sprint, parce qu'il permet d'agréger en fait tout un tas de méthodes qui existent, où on va essayer justement le premier jour d'analyser le marché, la concurrence, les bonnes pratiques. On va aussi diverger, faire du brainstorm, dessiner des interfaces tous ensemble, à la fin faire un proto et le faire tester par l'utilisateur. Et finalement, nous, on a trouvé que on l'a fait une fois avec Mathieu, c'était très intéressant, mais ce n'est pas facilement actionnable pour une entreprise parce que ça veut dire mettre minimum entre 5 et 10 personnes dans une salle H24 pendant une semaine. Quand une entreprise doit gérer et du build et du run parce qu'elle a des produits qui sont en run, c'est pas forcément évident de maintenir des personnes dans une salle toute la semaine. Du coup, nous, ce qu'on a trouvé, c'est plutôt et ça, j'invite toutes les boîtes à essayer de trouver leurs outils ou leurs méthodes au custom. Hein. Leur équilibre, il n'y en a pas une parfaite. Et puis celle qui marche pour le voisin ne marchera peut-être pas pour vous. Mais on a un peu éclaté ce design sprint sur un mois et demi. Et finalement,
un jour par semaine, on faisait un peu un atelier du design sprint. Et du coup, l'idée, c'était, au début, on fait une grosse réunion, une réunion kick-off d'1 heure dans l'entreprise avec justement toutes les autres équipes pour dire, en fait, on va attaquer tel projet, voici les enjeux, ça répond à tel besoin, voilà les clients qui sont intéressés, ce sera telle équipe qui va s'en occuper. Et surtout, à la fin, de dire qui voudrait bien nous aider à faire la conception pendant le mois et demi qui arrive. Et notre but, en fait, c'était de prendre un peu qu'il y ait une personne de chaque entité de l'entreprise qui soit volontaire. Donc, je sais pas, un commercial, une personne du support, un customer success, une personne du marketing, etc. Comme ça, à défaut de pouvoir avoir tous nos utilisateurs dans la même pièce, on avait un peu au moins un représentant de chaque département. Et ensuite, pendant un mois et demi, on était parti pour faire de la conception, où finalement, on avait du brainstorm, parce que finalement, le brainstorm, on est tombé sur une étude avec Mathieu, faite par une entreprise dans le domaine du produit, qui montre que finalement, on a demandé à des product managers de faire le top 5 des meilleures sources d'idées pour bâtir le produit. Sans surprise, à 60%, le top 1 du panel, c'est les utilisateurs, les besoins des utilisateurs. Mais ils ne sont pas toujours là, et puis on n'a pas toujours le temps, nous, d'aller discuter avec tous. Et en fait, en top 2, à 57%, c'est le brainstorm d'équipe. Donc ça, c'est quelque chose qui est à dispo du product manager et qui peut utiliser assez facilement. Il peut finalement, je vous dis, réunir les gens dans une même salle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ces brainstorms? Notre but, c'était d'identifier les personas, comme on disait au-dessus, déjà de savoir à qui va s'adresser notre produit, à qui il ne va pas s'adresser. Une fois qu'on avait identifié nos personas, nous, on faisait souvent une sorte de double atelier. C'était et un story mapping et un user journey. Donc, en gros, on essayait d'identifier le flow utilisateur avec les différentes fonctionnalités qu'il voudrait faire à chaque étape. Et ensuite, on essayait de faire ça pour chaque persona. Un petit storyboarding avec les personas pour savoir si effectivement on passe par toutes les US ou s'il y a des US finalement qui sont complètement oubliés. C'est aussi de prioriser. Parfois, on se rend compte qu'on a plein d'idées. Parce que le brainstorm, justement, il faut savoir brainstormer. Beaucoup de gens se censurent pendant le brainstorm, alors que l'objectif, c'est quand même de balancer toutes ces idées. Il n'y a pas d'idées cons, il y a peut-être des idées incomplètes, mais elles ne sont pas bêtes en soi. Et après, justement, on va itérer encore par-dessus, on va être agile, et puis déjà, en faisant de la user journée, essayer de passer un peu sur ces fonctionnalités, on va peut-être se rendre compte qu'il y en a qui sont très peu utiles, certaines qui sont peut-être utiles à tout le monde, et ça va nous aider aussi à prioriser un petit peu ses besoins. Il vaut mieux faire quelque chose qui sert à tout le monde plutôt que quelque chose qui ne sert qu'à une niche ou à un VIP dans un coin, dans un premier temps. Mais bon, ça, c'est mon avis. Ça dépend peut-être de vous aussi. Mais c'est ça, voilà, on fait du story mapping, du user journey, une petite priorisation Moscow par-dessus ça pour déjà avoir une idée de notre MVP, des fonctionnalités qui seraient chouettes et de ce qu'on ferait vraiment si on a le temps. Une fois qu'on avait ça, limite, on pouvait déjà en parler aux autres personnes dans l'entreprise, voire même aux utilisateurs, pour dire au fait, est-ce qu'on est en train d'aller dans la bonne direction. Après, on fait des petits ateliers de maquettage, parce que là, pour l'instant, on avait juste des besoins écrits dans des outils ou sur des post-it, mais à quoi ça va ressembler. Donc ça, en général, on fait un atelier qui s'appelle le Crazy 8, mais il y a plein d'autres ateliers qui existent, mais qui permet de très rapidement demander aux gens de faire des ébauches des interfaces, et ça permet au product manager d'avoir plein d'idées. Et après, finalement, il va un peu mouliner tout ça avec sa squad et en bâtir un petit prototype. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas encore du code, donc ça prend pas beaucoup de temps à faire. S'il faut le corriger, ça prend pas longtemps. Et surtout, ce prototype, on va le faire tester aux utilisateurs. Prototype, entre guillemets, c'est un mot qui peut faire peur, mais ça se fait très bien sur PowerPoint ou Google Slide. Quand on clique sur tel endroit, ça va sur la slide 15. Quand on clique sur celui-là, ça va sur la slide 16. C'est fonctionnel et c'est suffisant pour faire tester à des utilisateurs qu'on va faire parler en disant « Vas-y, essaye de rajouter quelque chose à ton catalogue en lot, par lot. » Et on regarde quelqu'un se débrouiller avec ce PowerPoint et on a déjà nos premiers retours qui vont permettre déjà de recréer peut-être des fonctionnalités. Et en faisant parler les gens, en disant « Explique-nous pourquoi tu cliques là », essaye d'argumenter à chaque fois, on va peut-être aussi se rendre compte qu'on a oublié des besoins qui étaient fondamentaux et qui étaient tellement fondamentaux que même eux ont oublié d'en parler parce que implicitement, tout le monde pensait que ce serait là. Et voilà, ça va permettre de remettre un petit peu d'explicite dans le tout. À l'inverse, l'utilisateur, il va peut-être dire moi, je voudrais absolument ça, puis le jour où il teste le proto, il n'en parle plus du tout, il essaie même pas de le faire. On dit tu nous avais demandé ça, pourquoi tu n'as pas essayé de le faire pendant le test du proto? Ah non, c'est vrai qu'en fait, dans mon user journey, justement, au quotidien, non, c'est pas un truc que je fais souvent. Donc effectivement, il n'y a pas besoin de faire un super proto chiadé, on peut faire juste des wireframes, des PowerPoint, et après, ça va dépendre de la maturité de votre équipe. Vous pouvez utiliser des outils comme Sketch ou Figma, qui est très utilisé, et qui là permet vraiment d'avoir vraiment à quoi ressemblera l'interface, et c'est chouette, on peut itérer très vite, donc ça peut se faire par étapes, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, on s'est testé le proto par les utilisateurs,
on avait déjà des premiers retours, et puis ensuite, ça y est, on avait notre backlog qui était déjà dans Jira ou dans n'importe quel outil, puis on pouvait commencer à développer. Mais en ayant déjà les idées claires qu'on allait plutôt dans la bonne direction, ou d'ailleurs, si on n'allait pas dans la bonne direction, vite, on peut déjà arrêter le projet maintenant, plutôt que passer 3 mois à développer quelque chose d'inutile. On parle là des outils pour identifier les besoins utilisateurs, le meilleur des outils. Et vous allez voir, je vais vous faire une lapalissade énorme, mais le meilleur moyen d'identifier les besoins utilisateurs, c'est de leur rapporter cette réponse à leurs besoins et qui nous disent si oui ou non ça répond finalement à leurs exigences. Donc, quand vous allez faire ce travail d'identifier plein de petits besoins, très très vite, essayez de dégager quel est le minimum vital qui va vous permettre de valider l'hypothèse que c'était bien ça qu'ils voulaient. Donc, on parle bien évidemment du MVP là-dedans, mais faites quelque chose de cohérent, c'est peut-être pas les choses les plus absolues, les plus prioritaires, c'est quelque chose qui a du sens, qui est une sonde petite qu'on envoie au marché et qui vous permet d'avoir le meilleur feedback possible, le feedback de l'utilisateur lui-même. On disait tout à l'heure dans la pyramide de Maslow que dans les besoins, il y avait du besoin de reconnaissance. C'est vrai que si vous demandez à l'utilisateur ce qu'il veut, ce dont il a besoin, il vous dira peut-être des réponses qui sont en phase avec son besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que si aujourd'hui on me demande ce que j'aime regarder à la télé, je vais vous répondre que j'aime regarder des documentaires sur de la géopolitique. Maintenant, si on me demande ce que j'ai regardé hier, j'ai regardé Énergie 12 avec les anges de la télé-réalité. Pourquoi ? Parce que je sais que je ferai plus briller vos yeux et vous me trouverez plus intelligent si je vous dis que je regarde Arte que Énergie 12. Donc il faudra faire aussi attention quand on demande le besoin utilisateur. Il faut très vite pouvoir lui faire un retour. Oui, en fait, d'ailleurs, oui, c'est une bonne transition avec la slide d'après où les quelques exemples cas concrets, on en a un peu parlé en fil rouge, mais effectivement, là, pour prendre un peu de recul, oui, en fait, la vie réelle, c'est que c'est pas simple car aucun des outils dont on a parlé, des ateliers, des outils, etc., ne se suffit à lui-même et peut fonctionner à 100%. Il faut un peu tous les recouper, il n'y a pas d'outil parfait. Et effectivement, ce qui est compliqué, c'est que tant que vous n'avez pas développé votre produit, vous êtes que dans le monde de l'incertitude et de l'inconnu. L'agilité, elle vise justement à réduire cette incertitude au plus court possible. Avec des boucles rapides. Avec des boucles rapides. Parce qu'effectivement, vous avez beau discuter avec vos utilisateurs, etc. Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas vraiment avoir de feedback plus pertinent que les leurs, mais ça reste, eux, des souhaits, des volontés qu'ils ont, etc. Il n'y a que quand ils auront le produit dans les mains qu'ils vont jouer avec, que là, la vérité va s'opérer. Typiquement, on pourrait se dire aussi, et c'est une bonne pratique, de déjà mettre en place des KPI et des métriques qu'on va traquer justement une fois qu'on livre notre MVP, comment savoir s'il répond aux besoins ou pas. Tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas, donc il faudrait essayer de mettre en place directement pour vous les KPI qui permettraient de mesurer est-ce que notre MVP répond aux besoins ou pas. Ça peut être, je sais pas, un nombre de commandes, un nombre de clics, un nombre de nouveaux clients, ça va complètement dépendre de votre produit, un nombre de déploiements si vous êtes dans le milieu des DevOps, etc. Maintenant, même ça, on pourrait dire, avec ça, au moins, on retourne dans le monde du rationnel, de l'objectif, ça va être de savoir si on est bon ou pas. Même ça, c'est compliqué, parce que finalement, ces chiffres vont quand même être interprétés par des gens qui auront des biais. On dit souvent avec Mathieu la petite anecdote de l'avion pendant la guerre. Que c'était en Angleterre, les avions qui revenaient du combat étaient analysés par les ingénieurs et ils regardaient où est-ce qu'ils avaient reçu le plus d'impact de balles. Ils disaient, on va renforcer le fuselage là où ils ont reçu le plus de balles. Puis finalement, il y en a un au bout d'un moment qui a dit, mais justement, en fait, s'ils ont reçu des balles à cet endroit-là et qu'ils sont revenus, c'est que c'était peut-être pas des endroits critiques. Et finalement, les vrais avions qu'il faudrait analyser sont ceux qui ne sont pas revenus. Et du coup, ils se sont dit, oui, on va peut-être plutôt renforcer toutes les parties qui n'ont pas reçu de balles, parce que justement, c'est ces parties-là qui, si elles reçoivent des impacts, vont être critiques. Donc en fait, même l'analyse de la data, c'est très compliqué. C'est un métier à part encore. Voilà. Donc voilà, ça reste compliqué. La vie d'un product manager est compliquée. Ça se saurait d'ailleurs si c'était quelque chose de facile. Donc voilà, faut faire attention à ce que nous disent les utilisateurs, il faut faire attention à ce que nous disent les données. Comme dit Mathieu, le meilleur, c'est un peu un des principes agiles, mais la meilleure mesure d'avancement, c'est la valeur qu'on délivre à nos utilisateurs. Donc c'est celle-là qu'il faudrait mesurer. Voilà un peu, je ne sais pas à combien de temps on en est. Il nous reste 10 minutes. 12 minutes pour des questions, c'est top. Donc s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. C'est des points à creuser, n'hésitez surtout pas. Mais ils sont timides pour cette session. La dernière fois, ils étaient moins timides, c'est vrai. C'est Anne-Sophie qui pose des fausses questions, du coup. Ah. Tu peux quand même, si jamais.
Non, mais après, s'il n'y a pas de question, c'est soit que c'était clair, soit que c'était pas du tout clair. Oui, par contre, ouais, moi, effectivement, au-delà de questions, on est preneur. Je sais pas s'il y a des smileys avec lesquels on pourrait faire ça, mais presque un rôti. Je sais pas si on pourrait faire un rôti ou un. Mais voilà, à la limite, au moins en commentaire, de dire si c'était. Est-ce que ça vous a été utile ou pas, ce Si webinaire? vous pensez que Voilà. ça peut vous être utile, si finalement Vous avez rien de appris des plus, choses ou pas, comme ça, nous, on peut s'améliorer aussi, hein. si ça contredit toute la littérature que vous avez pu Non, mais prendre oui, en bien sûr, compte depuis le début, si ça confirme, enfin voilà, mais ouais. À défaut de questions, on est preneur de feedback. voilà. Mais c'est vrai qu'on ne va pas révolutionner le monde, hein. C'est des Non, non. principes qui sont utilisés chez beaucoup de gens, mais ça fait du bien de le dire, de le redire, et puis de le dire aussi différemment, parce Et que ce puis, que les gens ouais, comprennent d'une façon, le comprennent d'une façon différente avec un autre message. Puis on se l'applique à nous-mêmes, hein. C'est-à-dire que là, on prend au feedback, c'est la meilleure mesure. Alors, qu'est-ce qu'on a du clair utile, clair, sachez qu'il va se former une fois par mois, ok. Une chose importante est de ne pas être drivé par l'utilisateur, mais par les besoins du client. Oui. Enfin, par les besoins. Alors, besoins du client, je dirais même les besoins larges. Par le besoin plus que par l'utilisateur ou le client même, parce que finalement, on n'est pas là pour répondre à une personne ou voilà, à un besoin particulier, mais à un marché. Et ce marché, c'est une frustration. Et la frustration d'un VIP ne vaut peut-être pas la frustration aussi de plein de personnes qui utilisent le produit régulièrement. Moi, j'ai beaucoup le cas en ce moment sur ce genre de problématique. Et c'est toujours un peu compliqué. Donc, vraiment réfléchir aux besoins Ouais, d'autant. et Alors, moi, l'arbitrage. je suis preneur à la limite d'un. Enfin, si jamais, Denis, tu veux un peu Expliciter. étoffer, ouais, je suis chaud. Mais effectivement, je sais pas si c'est ça que tu as en tête, mais effectivement, les utilisateurs, enfin, ce qui est très compliqué, c'est que dans 99% des cas, ils viennent pas vous voir avec des besoins, ils viennent voir avec des solutions, en fait. Ils disent, tiens, je voudrais, ce serait cool que vous rajoutiez un bouton en haut à droite pour faire ça, ou tiens, ce serait vraiment bien que l'interface, elle soit jaune. Ça, c'est des solutions, c'est pas des besoins. Et du coup, effectivement, toute la difficulté, c'est de ne pas tomber dans le piège de tout de suite dire oui, on va le faire, déjà parce que ça n'a peut-être pas de sens. Et puis surtout, vos autres utilisateurs auront d'autres solutions, en fait. Il y a peut-être un client qui va venir vous voir en disant, tiens, je voudrais un bouton bleu en haut à droite. OK, le product manager un peu bête, il va rajouter un bouton bleu en haut à droite. Le client d'après, il vous dit, moi, je préférerais un bouton rouge en bas à gauche. Bah, qu'est-ce que vous faites? Donc à la fin, ça va être la fameuse pizza au Haribo. Donc effectivement, il faut tout de suite les challenger, extraire le vrai besoin, la frustration de l'utilisateur qui se cache dans cette solution, la recouper avec les échanges que vous avez avec les autres utilisateurs pour trouver un produit générique. Et puis, il faut faire attention aussi aux utilisateurs par rebond, hein. Ouais, C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui se font la voix de l'utilisateur, mais parce qu'on a des objectifs différents, hein. Un sales qui se fait la voix du client, parfois parle plus pour sa paroisse que pour vraiment celle du client. Et parfois, on a des utilisateurs encore en rebond. J'ai un exemple tout bête d'un produit. Alors, c'est le produit où j'ai eu le meilleur ROI, et c'est un produit vraiment très, très con, hein. Mais c'est vrai que c'était l'administration des ventes qui vient me voir pour la gestion des promotions en période de Black Friday ou autre, là où j'étais avant, où on adressait à des grands comptes Microsoft, Kaspersky, Avast, et derrière des grandes chaînes de distribution, Boulanger, Auchan, Darty, la Fnac. Et pendant les périodes de promo, tout le monde y va de sa petite promo, tous les éditeurs, et en fait, ils nous envoyaient des gros Excel, et derrière, c'était l'administration des ventes qui saisissait tout dans le catalogue. Et un jour, ils sont venus avec le métier de l'administration des ventes qui vient faire une demande à l'équipe de développement d'une interface de gestion des promotions. Et en plus, très sympa, ils sont venus avec leur solution, c'est-à-dire qu'ils m'avaient déjà fait un design et des maquettes. Donc j'étais vraiment très heureux de pouvoir discuter avec eux sur leur maquette. Donc finalement, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller travailler une semaine avec eux. Alors c'est pas beaucoup, mais je me suis mis une semaine avec eux et j'ai saisi des promotions. la fameuse observation. La fameuse observation. Et avec un développeur avec moi. Et au bout d'un moment, en fait, c'était toujours pareil. C'est-à-dire que les Kaspersky, Microsoft ou d'autres arrivaient et nous envoyaient un fichier Excel avec toutes les promotions qu'ils avaient. Autant dire que c'était pas foufou, hein, de la gestion de promotion. Il y a un prix de départ, un prix d'arrivée, une période. Bon, il y a 2-3 subtilités, mais je veux dire, tout le monde a peu ou prou, hein, c'est comme dans le modèle de Kano, 80% de basique. Bon, j'ai refait un fichier Excel. Et dans ce fichier Excel, je l'ai renvoyé aux différents éditeurs en disant: «Est-ce que vous pouvez utiliser ce format-là à partir de maintenant pour un essai?» Eux m'ont tous répondu oui, hein. Pourquoi? Parce que finalement, l'Excel, il extrayait d'un BI. Extraire la colonne A à la place de la colonne B et les inverser, ça revenait
pas cher pour eux, donc ils m'ont réextrait un nouveau fichier Excel à mon format. À partir de là, on a fait une moulinette. Et après, on leur a dit, est-ce qu'au lieu de nous envoyer le fichier Excel à cette adresse email, vous pourriez l'envoyer, l'uploader ici. Et comme ça, ça nous l'envoie. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, et finalement, quand ils l'uploadaient, derrière, la moulinette faisait que ça mettait bien les promotions. Et donc, on est passé d'un gain de temps qu'on avait estimé, parce que nous, notre KPI, c'était le gain de temps sauvé à l'administration des ventes, et c'était un gain de temps de 700%. Ce qui était bien mieux que de leur faire une interface de saisie qui était plus intuitive que l'ancienne interface, parce qu'on a tendance à reprendre l'ancien outil et de se dire on va le faire en mieux. Non, en fait... faut revenir aux besoins. Le besoin, c'est de gagner du temps, ça peut être un Excel. Et c'était de rendre autonome les gens, c'est-à-dire que s'ils voulaient même faire leur promotion en dehors des périodes de promotion, on a redonné aux éditeurs la possibilité de saisir leur truc quand ils le voulaient. Ils avaient la main. Et l'administration des ventes avait juste une interface de supervision pour pouvoir corriger un truc de temps en temps, mais plus de la saisie en masse. C'est un peu ce que disait Denis, oui, c'est qu'effectivement, c'est la résistance au changement, c'est quand tu es habitué à un produit, tu pars du principe que c'est le meilleur, ou en tout cas, tu n'as pas envie d'aller en utiliser un autre. Donc effectivement, tout ça, il faut le combattre pour revenir à quel est ton besoin finalement. Ton besoin, on peut y répondre de 1000 manières différentes. Donc dis-moi exactement quel est ton problème, et on va essayer d'y répondre, mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Et c'est intéressant aussi, là, ce que tu dis, c'est Hamid, mais l'innovation, c'est vrai qu'il y a plein de gens, et alors là, je suis en plein dedans, c'est-à-dire que quand je leur demande c'est quoi vos objectifs, vous, de produits, et ils me répondent, moi, mon objectif, c'est d'être innovant. Mais c'est pas un objectif en soi d'être innovant. Et il y en a beaucoup qui se trompent justement à vouloir juste être innovant. Ouais, exactement. Syndrome de la start-up. C'est ça. Tiens, une nouvelle techno, un nouveau truc à la mode, on s'en empare et on espère trouver derrière un usage. Bon, en fait, beaucoup de start-up qui meurent aussi, c'est lié à ça. C'est ce qu'on disait, c'est très compliqué d'être visionnaire. En fait, vaut mieux être un tout petit peu en retard sur le marché. C'est normal, en fait. Tout comme votre MVP va être frustrant pour l'utilisateur, il va être entre guillemets en retard par rapport à ce qu'il voudrait. C'est un bon signe, c'est un bon symptôme, entre guillemets. C'est-à-dire que vous êtes en train d'être dans la bonne direction. Faut toujours être un tout petit peu en retard sur le marché, pas trop, pour pouvoir que les besoins existent vraiment, versus effectivement le syndrome de la startup qui est plutôt, elle, trop en avance sur le marché. C'est-à-dire qu'en fait, elle se dit, tiens, c'est le syndrome de la startup qui ferme. Il y a des tas de startups qui fonctionnent, mais c'est le cas quand même de pas mal parce qu'on entend toujours parler de toutes les startups qui fonctionnent, mais il y en a des tonnes et des tonnes qui mettent la clé sous la porte. Et c'est plutôt, on a créé un produit parce qu'on pense qu'on gagne du temps en tapant la ligne de code et en ayant un produit qui marche. Et ensuite, on va essayer de trouver quelqu'un qu'on a besoin. Et ça, en fait, on perd un temps de malade parce qu'on n'a aucune garantie que le produit qu'on a développé, il répond vraiment à un besoin. On est biaisé et là, on a du mal. Il faut vraiment être capable de se remettre en question. Alors, on a Magali qui nous met un petit cas. Enfin, je ne sais pas si c'est un cas ou pas. Imaginons un produit très complexe qui existe depuis un moment. Et du coup, un empilage de fonctionnalités dont vous parliez tout à l'heure. Supprimer des features engendre toujours des frustrations. Mais en même temps, face aux concurrents jeunes, le produit perd un peu en sexiness et simplicité. La difficulté est toujours la même, satisfaire l'utilisateur et potentiel client, complètement. Pour vous, comment bien faire pour tendre vers du less is more et rationaliser dans ces cas de produits déjà trop complexes? Comment tendre vers la simplicité? Alors, la question n'est pas simple. Non, mais pour répondre, en fait, ça prend vraiment un gros moment. On va faire less is more et cette question, on va la supprimer. Voilà, de temps en temps, il faut savoir supprimer des questions. C'est une bonne question. Non, la question, elle est assez intéressante. Et après, on parlait des utilisateurs. Et on a aussi l'exemple des utilisateurs, ils vont changer de typologie. C'est vrai qu'on a tendance de parler d'utilisateurs qui sont de type vache à lait. C'est-à-dire que pensez à votre abonnement à Canal+, vous l'avez payé, vous le payez toujours, vous n'avez rien de plus que les autres, vous avez même moins que ceux qui rentrent après, mais vous êtes toujours là, vous êtes quelqu'un de gentil. Et en fait, on a plusieurs typologies, comme ça, il y en a 4. On a aussi après ceux qui crient au loup, ceux qui aboient. Donc, c'est ceux qui font beaucoup de bruit quand on leur enlève quelque chose ou qu'on rajoute quelque chose, mais finalement, c'est des gens qui n'utilisent plus, qui ne payent même plus énormément. Ils sont un peu à la marge. Et il faut faire aussi attention aux clients qui font beaucoup de bruit pour peu de choses. Donc, n'oubliez pas qu'il faut satisfaire le maximum. Il faut satisfaire le maximum de personnes, pas ceux qui crient le plus fort. Voilà, et ça, on est en France, on sait que souvent la minorité essaye de faire plier la majorité. Mais après, ça reste un gros problème de savoir comment supprimer les features. Et c'est vrai que c'est frustrant, si on reprend à l'iPhone qui va supprimer le port jack, la première chose à faire,
c'est de se dire: «Ah, c'est la merde, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir changer les choses». Bon, on voit que ça rentre dans leur roadmap avec après la présentation de nouveaux écouteurs qui sont sans fil avec beaucoup de choses et après ça va finir par rentrer dans les mœurs. Mais là, on est dans les personnes qui sont un peu innovantes, qui ont les reins assez solides aussi pour se permettre ce genre de choses. Donc il y a Ouais, beaucoup d'accompagnement à avoir ouais, avec c'est ce les que je veux dire. clients. Déjà, tu as tout ce qui est accompagnement au changement, on en parlait, mais quand même documentation, tutoriel, vidéo, contenu autour de ton produit pour justement l'aider et qu'il ne soit pas livré à lui-même. Ensuite, pour supprimer une fonctionnalité, après, Tu as les métriques directement là, qu'on voilà, en peut fait, utiliser. soit tu as directement les métriques. Bah, par exemple, je te donne un exemple concret. Nous, c'est pas vraiment une fonctionnalité qu'on a supprimée, mais on a refait tout le menu de navigation de notre produit. Et on s'est dit, bah, en fait, pour savoir comment le refaire, on a regardé les métriques de bah, quel est le menu qui est le plus cliqué. Et on a réorganisé notre navigation en fonction des menus les plus cliqués. Et on a aussi supprimé des menus. En fait, au début, il y avait trop de choses à un niveau 1. On avait peut-être 10 items dans le menu, ça faisait trop. Et finalement, il y en a qu'on a supprimé ou qu'on a mis en sous-menu, etc. Donc ça a pu perturber certains utilisateurs. L'utilisateur qui, lui, était tout le temps le 10e menu, mais qui était un peu le seul, il a dit ah, il a disparu. Il dit non, regarde, c'est un sous-menu du 3e, etc. Donc là, on n'a pas supprimé une fonctionnalité, mais on a quand même changé un comportement. Après, tu peux quand même, ouais, encore une fois, mesurer les métriques. C'est-à-dire que si tu vois qu'une fonctionnalité elle est utilisée que par 5% de tes utilisateurs, tu peux regarder bah, c'est lesquels, est-ce que c'est des clients stratégiques, pas stratégiques. Et finalement, au bout d'un moment, si ce n'est pas des clients stratégiques, etc., comme dit Mathieu, il ne faut pas non plus trop écouter uniquement le client qui parle, mais qui utilise peu le produit. Il faut être capable d'avoir quand même un cap et bah oui, vous pouvez supprimer une fonctionnalité tant que vous communiquez par-dessus, tant que vous dites pourquoi, etc. Bah après, faut être capable de faire des choix. Je veux dire, on ne peut pas non plus gérer son produit si on essaie de faire plaisir à tout le monde. Je crois qu'on Choisir. en parlait dans le premier webinaire, Oui, c'est mais ça. le PM, son but, c'est pas de faire un consensus entre tous ses utilisateurs, un consensus mou, mais c'est plutôt d'aligner les gens derrière une vision. Il ne pourra pas aligner tout le monde, c'est normal. Mais donc, tu peux quand même le faire, vaut mieux communiquer dessus. Tu peux aussi faire de l'A/B testing, c'est-à-dire que tu peux faire une version sans, une version avec et mesurer les usages. Et aussi, tu peux juste en discuter avec les utilisateurs. Encore une fois, l'agilité, c'est quand même d'impliquer et de collaborer avec le client. Finalement, les gens, ils sont quand même plus à même de comprendre tes enjeux si tu leur expliques. Et finalement, si tu fais des ateliers avec eux, que tu dis, bah, regardez, cette fonctionnalité, pour X ou Y raison, on compte pas forcément la supprimer, peut-être soit la déprécier, soit enlever certains cas d'usage, etc. Tu vas voir aussi les réactions qu'ils ont. Il ne faut pas le faire à la sauvage. Mais il ne faut quand même pas hésiter, je pense, à être un tout petit peu rentre-dedans. Sinon, effectivement, on subit trop la pluralité, la diversité des utilisateurs et notre produit, il s'embourbe en fait dans un engrenage. Il y a plusieurs choses, hein, mais c'est vrai qu'on va avoir tendance à avoir des produits qui accumulent. Donc au bout d'un moment, il va falloir supprimer parce qu'il y a peut-être des nouveaux usages qui en rendent d'autres complètement inopérants ou inutiles. Donc il faut accompagner l'utilisateur qui avait toujours l'ancien usage pour lui montrer qu'il n'y perd pas finalement en usage. C'est juste qu'il va le changer. Mm. C'est-à-dire que quand Apple enlève son port jack, il n'enlève pas la musique. Mm. Il va falloir Les racheter. moyens d'écouter. C'est un nouveau moyen. Aujourd'hui, tout le monde a des écouteurs en Bluetooth quand on y Pas passe. moi, mais bon, j'ai encore des vitres qui se lèvent à la main. Donc, mais l'autre truc qu'il y a aussi, c'est on a tendance de se rappeler avec émotion de nos premiers clients, ceux qui nous ont permis peut-être de faire la levée de fonds ou ce genre de choses. Mais malgré tout, oui, ils nous ont aidés à nous lancer et c'est très triste. Mais maintenant, nos chemins, Oui. ils vont dans deux sens différents et c'est pas forcément pertinent de continuer ensemble parce que on n'a pas choisi le même chemin et c'est comme un vieux couple qui va se séparer, mais parfois Mm. c'est bien pour tout le monde à un moment de retrouver un peu son indépendance et puis d'aller vers de nouveaux horizons. Donc Mais ouais, c'est ce que dit Magali, c'est effectivement, si le besoin est pertinent, tu ne le retires pas, tu enlèves plutôt la solution qui répond, tu la changes. Donc, dans ce cas-là, encore une fois, on revient aux besoins. Donc, tant que tu réponds aux besoins, mais d'une manière différente, c'est pas forcément un problème. Après, il y aura quand même des fois où tu vas peut-être supprimer une fonctionnalité, mais pourquoi? Enfin, je pense que le plus important, c'est quand même d'avoir une stratégie produit. Ta stratégie va peut-être évoluer au cours du temps parce que le marché va changer. Et bah oui, il faut être capable quand même de prendre certaines décisions tant qu'elles sont alignées avec ta stratégie. Et du coup, ça te permet de les argumenter auprès de tes utilisateurs. Si ta stratégie actuelle t'emmène dans le mur, tu peux continuer à faire plaisir aux utilisateurs en allant dans le mur, mais c'est dommage. Parfois, il faudra prendre des décisions un petit peu difficiles et les assumer, mais tu es obligé à un certain stade si tu veux que ton produit avance. Donc, ça va dépendre. Soit tu changes le comportement d'une fonctionnalité, comme tu dis, dans ce cas, c'est simplement changer le chemin. Soit parfois, tu vas peut-être supprimer une fonctionnalité. Et dans ce cas, il faut le faire parce que c'est en accord avec ta stratégie, la vision de l'entreprise, pas juste pour faire plaisir aux devs ou à toi. Hein. mais ça, c'est des choses qu'on verra sûrement dans d'autres webinaires, mais c'est aussi pour ça que le PO, quelque part, il est central dans l'entreprise et qu'il va devoir travailler non pas seulement sur le côté delivery
avec les devs et même Discovery avec des devs, des sales et d'autres, mais il va travailler aussi au lancement avec le marketing et avec toute une équipe de communication parce que il a aussi besoin d'appui pour pouvoir justement faire adhérer un petit peu au nouveau slogan, à la nouvelle vision, à la nouvelle raison d'être finalement du produit qui aura su évoluer avec le temps, quoi. Ouais, complètement. Merci beaucoup. Pardon. Non, mais je voulais profiter car vous parliez de cette accumulation de fonctionnalités. Non, mais c'est une super question. Et après, on reste humble tous les deux, c'est-à-dire que ça reste une question que toutes les boîtes se posent. Concrètement, je veux dire, c'est compliqué. Personne en mode, on va supprimer cette feature, on sait exactement comment le faire, on a la recette magique. Ça dépend quand même de la typologie de tes utilisateurs, de la relation que tu as avec eux, de la nature de ton produit, encore une fois, de la vision de ton entreprise. Donc, tu vois, tu n'auras pas une réponse qui marche pour tout le monde. Mais effectivement, je sais que dans la boîte où on était avec Mathieu, là où ta question est pertinente, c'est que le pain point majoritaire, c'était d'arriver à faire passer les clients sur nos nouvelles versions de modules. On faisait des nouvelles versions de nos modules régulièrement pour les améliorer. Parfois, des petites features qui disparaissaient ou juste, comme disait Denis, l'utilisateur, il résistait au changement. Et c'était notre principal pain point. C'est que du coup, au bout d'un moment, on avait 2 versions pour tous les modules à maintenir. Et à la fin, on en revient un peu à la dette technique, c'est qu'on shippait beaucoup moins vite. Donc, non, c'est un problème vraiment hyper central dans toutes les boîtes. Ouais, partout. L'exemple que j'ai aujourd'hui, et là, c'est là où je rajouterais de l'émotionnel, mais on est en train de terminer une V3, sachant que la V4 est actée et que la V4 acte la mort de la V3. Ouais. Mais quand je leur dis, mais on peut déjà supprimer toutes les fonctionnalités de la V3, ils font non, il faut encore qu'on en développe 2 ou 3, comme ça on est ISO, et après on fait la V4. Et je leur dis, mais ça prend combien de temps? 6 mois. Donc en gros, il y a 6 mois de temps perdu. Enfin bon, en tout cas, ça fait de l'emploi. Mais parce qu'il faut absolument finir la V3 parce que les clients, ils attendaient cette V3. Bon, ok. C'est ça, faut pas aller dans le mur si on sait que ça nous emmène dans le mur. Donc ouais, non, c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. Et ça va dans le sujet global, je ne sais pas s'il y aura un webinaire dedans, mais ce qui est compliqué quand on gère un produit, c'est de gérer et build et run en parallèle. De dire, et on va créer la nouvelle fonctionnalité super intéressante pour apporter beaucoup de valeur aux utilisateurs et améliorer leur expérience utilisateur, résoudre des bugs sur les fonctionnalités existantes. Donc comment on fait les deux, c'est jamais évident. Bon, il faut essayer dans son sprint d'avoir ce que je vous disais, des fonctionnalités de votre projet en cours qui est structurant et quand même garder de la dispo pour des petites features, des petits bugs, un peu de dette technique, etc. Et c'est pour ça que moi j'aime bien Magali, là, c'est le modèle de Kano qui est vraiment sur la perception de valeur. C'est ça. Parce qu'il permet de remettre un peu d'explicite dans cette perception d'avoir les choses ou à ne pas les avoir, et il permet d'identifier vraiment facilement ce qui est quelconque. Et finalement, tout ce qui est quelconque, à un moment, en fait, on ne peut pas vous donner un exemple, on peut vous donner un effet basique sur de la gourde, sur si on n'y a pas, on est en colère, si elle fuit, alors on est en colère, si elle fuit pas, on n'est pas content, c'est juste normal. On peut vous donner des effets waouh, on peut vous donner des effets différenciants, mais une fonctionnalité quelconque. On ne peut pas vous en parler parce que nous-mêmes, elles ne ressortent pas, quoi. Elles ne ressortent pas, elles sont quelconques. Alors peut-être qu'un jour où elles disparaîtront, on se dira finalement elle n'était pas quelconque. Mais voilà, travailler avec vos clients sur ce genre de modèle qui est sur la perception de la valeur des choses, à les avoir, à pas les avoir, et on va se rendre compte finalement qu'il y a beaucoup de choses, ça vaut pas tant que ça le coup. Et justement, une manière de recueillir le besoin et de l'identifier par rapport à cette question de Magali, c'est limite tester, alors soit via de l'A/B testing, soit direct sur une version, mais tester de supprimer une fonctionnalité en fait. Et vous allez, encore une fois, avant, vous formalisez des hypothèses en mode « les clients ne vont pas être contents » ou au contraire, les clients s'en foutront. En fait, vous n'en savez pas tant que vous ne le faites pas. Donc, à la limite, supprimez cette fonctionnalité en A/B testing, ou sur un certain panel de clients ou auprès d'un des utilisateurs avec qui vous avez une relation privilégiée et nous, c'est ce qu'on fait au bout d'un an, c'était auprès de nos ambassadeurs. Pour le coup, les ambassadeurs, c'est top parce qu'ils sont hyper proactifs pour tester des choses comme ça. Essayez, vous supprimez la fonctionnalité du produit, vous leur livrez le produit comme ça. Si ça se trouve, ça va faire aucune vague. Bon, la vie continue, ça veut dire qu'en fait, on s'est fait une montagne pour rien. Si ça se trouve, il va y avoir des feedbacks. OK, on va les traiter. Donc voilà, vaut mieux, encore une fois, avoir quelque chose de réel à tester. Et crever l'abcès rapidement. C'est-à-dire que souvent, ça monte en épingle au niveau de la société elle-même. C'est-à-dire qu'on a un dirigeant ou on a un CXO qui va dire que c'est impossible, je suis sûr que non, ça va râler, ne le faites pas. N'en parlez même pas parce que ça va affoler les gens. Mais en fait, finalement, on confirme nos biais en faisant ça. Donc, à un moment, crever l'abcès avec les gens, allez-y. Collaborer avec les utilisateurs.
Bah, ça fait partie des valeurs agiles, hein, vraiment, il y en a 4, hein, mais il y a bien la collaboration avec les clients plutôt que la négociation contractuelle. Donc collaborer avec eux et que ce soit dans l'ajout comme dans la suppression, collaborer dans la vie de votre produit, quoi. Bon, on dit pas que c'est facile, hein, puis souvent on espère du coup que le client lui-même est un peu agile, sinon voilà, nous on le voyait, on discutait avec certains clients qui étaient complètement dans le même mindset que nous et du coup ça marchait super bien. Il y avait d'autres clients qui étaient avec des process un peu plus lourds ou un peu plus à l'ancienne, ce genre de démarche marchait pas trop. Voilà, là, il faut plus les accompagner. Donc c'est pareil aussi pour répondre à la question de Magali ou les questions de manière générale, vous n'aurez peut-être pas la même réponse pour tous vos clients non plus ou pour tous vos personas, comme on disait tout à l'heure. Donc il faut aussi adopter la bonne solution en fonction de votre persona. Il est souvent utile d'analyser les résultats d'un outil de scrutation de l'utilisation afin de déterminer la cohérence et l'acceptation des changements. Bah oui, c'est ça, ouais. Exactement. Mettez vraiment de la data derrière, c'est-à-dire que la data au service de ce que vous voulez mesurer. Mettez pas de la data au hasard. Ouais, c'est ça. Ah tiens, on va faire de la data parce que c'est à la mode. Non, ça marche pas. Et comme je disais, si vous n'avez pas la dispo pour la lire, la data, autant pas mettre en place l'outil. Donc, on revient au niveau du MVP. Vous voudriez enlever ça, mesurer son usage et dites-vous, voilà, on va mettre en place ce genre de KPI et à partir de ce KPI-là, quelle décision on prend? Si on arrive à tel résultat, on peut se dire, on envisage, si on arrive à celui-là, si on n'envisage même plus, on est sûr. Si on arrive en dessous, bon, allez, laissons-lui plus de temps ou on pense qu'il va falloir de l'accompagnement au changement. Ouais, c'est ça. Mesurer, nous par exemple, on travaillait sur un produit API avec Mathieu pour ça. Tiens, telle route API, est-ce qu'on pourrait la supprimer? Par exemple, parfois les devs nous disaient, est-ce qu'on pourrait supprimer ce endpoint? Il nous génère de la dette, des bugs, etc. On allait voir les logs. Tiens, personne ne l'utilise. Bah oui, pas de question à se poser. Go, supprimons-le. Puis après, on mettait une petite note dans la doc en mode tiens, ce endpoint n'est plus utilisable. Mais en fait, le client ne l'utilisait pas. Si vous voyez que c'est utilisé, là, souvent, on allait voir le support. On disait tiens, au fait, est-ce que tu sais quel client l'utilise? Pour quelles raisons? C'est quoi leurs besoins, etc. Puis après, on creuse un peu. Et après, on peut aller discuter directement avec l'utilisateur. Tiens, je vois que tu utilises ce endpoint. On voudrait le déprécier. Comme nouvelle solution, tu pourrais utiliser celui-là à la place. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te convient pas, etc. Je crois c'était 1 heure, hein, je pense, si je dis pas de bêtises. Ok. Nous, en tout cas, c'est bon. Si vous avez d'autres remarques, d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, on mettra tout simplement fin au webinaire. Nous aussi, nos chemins vont se séparer. Mais, et puis voilà, n'hésitez pas si vous voulez nous contacter ou quoi. Vous pouvez contacter Anne-Sophie, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn ou quoi si vous voulez prolonger les discussions, il n'y a aucun souci. Merci Magali, merci à toi pour tes questions, remarques. En plus, tu es presque une homonyme de mon nom de famille, donc. C'est ta mère. À côté, il y a Anne-Sophie qui met plein de pouces pour nous faire plaisir, et ça, c'est plutôt cool. Bonne soirée à tous en tout cas, et rendez-vous au prochain webinaire de la série si ça vous tente. Voilà. Au revoir. Au revoir à vous.